Acheter la qualité quand elle est détestée. C'est un petit peu ma philosophie d'investissement sur du quality contrariant. 4 piliers avant de vous présenter les différentes actions. Je pense que c'est important de remettre du contexte. Le premier pilier, c'est la sélection. Évidemment, je souhaite des entreprises avec un moat solide, notamment avec Morningstar, je regarde les moats. Dans un deuxième temps, je regardais la partie cash flow, je veux des revenus récurrents, en particulier la partie operating cash flow. Le dernier point, c'est le management aligné. J'aime bien avoir un management qui est skin the game. Le deuxième pilier, correction, on est sur des max drawdown de l'ordre de -30, -40, encore une fois en fonction de l'entité. Le troisième pilier, c'est que j'analyse chaque société avant de rentrer dans celle-ci. Je rédige en général, je fais une analyse entre 50, 80 et 100 pages pour d'autres. Le but étant, c'est vraiment de s'imprégner du dossier, rentrer en profondeur sur tous les sujets. Que ce soit l'analyse fondamentale, la gouvernance et les différents états financiers. Vous avez l'ensemble de mes analyses sur Substack. Quatrième pilier, c'est l'horizon. J'ai un horizon d'investissement qui est sur du très long terme. Pas d'optimisation du point d'entrée. La réponse est si, on essaie toujours de rentrer au mieux, mais ceci étant, c'est que si aujourd'hui j'ai mon DCF, mon BP, mon business plan qui est aligné et je sais à combien il faut que je rentre, voilà, je rentre sur du long terme. Je suis prêt à détenir une position pendant plusieurs années, même si celle-ci fait rien. Et c'est le cas dans mon portefeuille, j'ai des actions qui n'ont pas fait grand-chose depuis plusieurs années. Mais je sais que le marché finit toujours par reconnaître la valeur, mais selon son propre calendrier, pas le mien. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai des corrections, des fois -30, -40. Ça ne me pose aucun problème de garder ces positions sur plusieurs années. Je vis très bien avec. Et je sais quoi qu'il arrive, le plus important, c'est le point d'entrée. Car sur des durées un peu plus longues, le marché reconnaît et c'est là généralement qu'on génère un total return très conséquent. De toute manière, il y a toujours une corrélation entre le risque et le rendement. Avertissement, le contenu de cette vidéo est strictement éducatif. Je ne suis pas un CIF, donc un conseiller financier agréé. Les propos tenus ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente. Tout investissement comporte des risques de perte en capital. La première action que je voulais vous présenter, c'était Meta Platform. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Concrètement, cette entreprise, on a 3,6 milliards d'utilisateurs par jour, ce qui est conséquent, via notamment Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger. C'est une machine à cash publicitaire qui a pris un virage avec l'IA massif depuis 2023. On a une partie qui s'appelle Realty Labs, c'est un gouffre financier, c'est quasiment 4,6 milliards de pertes, façon de parler, vous avez compris, par trimestre. Concernant les chiffres clés par rapport au dernier quarter trimestriel, je sais que tout le monde en parle, je vous fais juste un petit récap. Après, je vais rentrer un petit peu plus en profondeur sur le dossier, pas d'inquiétude. On a un chiffre d'affaires qui augmente, on a un résultat apparent net qui diminue, entre parenthèses CAPEX. Free cash flow, on est passé quasiment de 8,55 milliards il y a un an à 784 millions. La réponse c'est pourquoi? Mais parce que cet argent est redistribué encore une fois dans les CAPEX, dans l'infrastructure. Dette à long terme évidemment qui augmente, on a quand même une trésorerie qui est assez importante et voilà et donc la partie CAPEX juste trimestrielle c'est 31 milliards, hein. La plupart des GAFA mettent énormément d'argent sur ces investissements. 2 choses, un, je pense que si toutes les GAFAM ou même les BATS cotées en Chine, moi j'aime bien également les valeurs chinoises, du Tencent, du Alibaba, je considère qu'il y a quand même des têtes bien faites, hein, au sein de ces entreprises. Si l'ensemble des entreprises investissent massivement, je pense qu'il y a quand même une raison stratégique. En tant que petit particulier, on n'a pas toutes les cartes en main pour connaître les tenants et les aboutissants. L'autre point, c'est qu'à ce jour, Meta, via aujourd'hui son mode qui est quand même assez important, peut se permettre de brûler du cash, hein, comme il en fait avec, à l'époque, c'était le casque virtuel. Bon, ça n'a pas marché, c'est pas grave, la société s'en est bien sortie. C'est une des seules boîtes, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se permettre de brûler autant de cash, mais Meta peut se le permettre. Concernant le drawdown, comme mentionné précédemment, je rentre sur des boîtes en général à partir de -30. Aujourd'hui, on se rapproche, on est à -25, ça commence à être intéressant. C'est souvent ce que je regarde pour savoir si d'une part la boîte est volatile et d'autre part, pour connaître si oui ou non, la chute de cette entreprise est historique. Pas oublier qu'en 2021, la boîte a perdu moins 76%. Ce que je veux dire par là, c'est que toute boîte de qualité corrige
quoi qu'il arrive. Même du Nvidia, même la plus belle boîte du monde, prendra au bout d'un moment du -30, -40, c'est inévitable. Il n'y a pas une seule boîte qui n'a pas corrigé. Concernant Meta Platforms, là on rentre un petit peu plus sur les fondamentaux. C'est une boîte, donc on parle bien de la partie operating cash flow, je parle pas de PER, pour des questions d'amortissement et puis comptablement on peut arrondir certains angles. Là c'est vraiment ce que génère l'entité. On paye ça 12 fois. 12 fois, c'est pas si cher que ça, sachant qu'on a quand même une croissance à 32 depuis, 2012. Les prévisions, on fait quasiment du 25, du 23. Je rappelle encore une fois qu'il y a toujours une corrélation entre, les bénéfices par action et le cours de bourse. Par conséquent, si on note une croissance d'environ 25-23, le cours de bourse est censé s'ajuster, sur ce niveau de croissance. Normalement, ça se paye 21 fois, on est à 12, donc je considère qu'à ce jour, Meta me semble, intéressant. Concernant la partie forecasting, donc les prévisions, comme mentionné, on sera à peu près sur du 25 et du 22,82. Les analystes se trompent très rarement, hein, seulement 9. Donc c'est quand même une boîte où, il y a beaucoup d'analystes, donc c'est quand même plutôt facile à anticiper les flux. Et si on revient sur sa moyenne d'il y a 5 ans, c'est-à-dire une boîte avec une fair value à 22 fois, c'est la partie operating cash flow, hein. Je pourrais mettre plus, je pourrais mettre moins. Moi, je reprends juste les 5 dernières années. On pourrait faire une croissance estimée, à 35. Donc ce qui est quand même considérable. Et on aurait une fair value à 750 et le futur stock price sera à peu près à 1200 Donc ça vous donne quelque sorte de grandeur. Évidemment, les analystes peuvent se tromper, mais je suis preneur dans les commentaires. Si vous avez une autre entité qui a un mode aussi important, qui se paye 12 fois le price operating cash flow, ce qui est quand même très peu cher, et qui a surtout une croissance à 2 chiffres de l'ordre de 25 à 23. Voilà, n'hésitez pas à me le mentionner dans les commentaires, je suis tout à fait preneur. Concernant les performances aussi, je voulais quand même le comparer avec, le SPY, c'est le SP500. Bon, ça le bat quasiment chaque année, hein, à part hormis, donc, sur cette dernière année, il y a quand même une correction qui était importante et également il y a 5 ans. Mais dans l'absolu, ça reste quand même une boîte qui est très qualitative, hein. Sur 20 ans, c'est quasiment, et sur 15 ans, c'est du 20 par an. Et je pense que Meta est tout à fait capable de délivrer du plus de 15 par an si, le virage de l'IA se passe bien. Graphiquement, qu'est-ce que ça donne aussi? C'est bien d'analyser, les graphiques, hein. Moi, je pense qu'il faut faire un mélange des 2 entre une analyse fondamentale et une analyse, graphique. On est sur un triangle baissier, ce qui est plutôt pas si mal. Moi, j'aime bien les triangles baissiers parce que généralement, il y a plus de chances que ça casse vers le haut. Ce qui serait intéressant, ça serait, voilà, de venir taper ce support, aux alentours des 527 dollars. Ou potentiellement pour ceux qui veulent chercher justement, la cassure de cette figure, il faudra vraiment qu'on casse donc vers le haut, vers les 600, entre 610 et 620 dollars. La vraie question, c'est le ROI de l'IA, c'est-à-dire le retour, sur investissement. En effet, aujourd'hui, il y a 2 voyants qui sont rouges, je pense que tout le monde l'a mentionné et tout le monde est au courant, mais je permets de faire un petit récap. C'est le free cash flow qui est quasiment nul. On a perdu énormément. Pourquoi? Parce qu'on a un pivot, vers l'intelligence artificielle. Et en tant qu'investisseur, on n'a pas beaucoup aujourd'hui de visibilité si ces investissements, sont pertinents. Que ce soit sur l'ensemble des GAFAM, hein, je ne mets pas que Meta, hein, mais que ce soit, Google, que ça soit Microsoft, que ce soit Tencent, Alibaba ou même Amazon, on n'a aucun retour à ce jour. On a une dette évidemment qui explose, donc c'est quand même 2 voyants importants. Concernant la valorisation, on l'a vu, on paye ça très peu cher. Généralement, c'est réservé aux sociétés en décroissance, pas une plateforme publicitaire à 3,6 milliards d'utilisateurs, ce qui est conséquent. Une croissance depuis 2012 à 30 prévision grosso modo entre 15 et 25 puis on a un mode qui est considérable. Encore une fois, je vous le redis, mais connaissez-vous un mode aussi large à 12 fois le price operating cash flow avec plus de 20 de croissance? Je suis preneur dans les commentaires. Si Meta rate son pari, le cours évidemment va baisser, ça c'est sûr, et je pense que ça peut offrir des opportunités sur du long terme. Si elle gagne, par contre, le titre risque de repartir vers le haut. Je pense que Meta peut bénéficier de l'IA, parce qu'ils ont énormément de data, via à travers leurs réseaux sociaux, que ce soit Meta, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, c'est un petit peu comme Tencent, ils ont énormément de données à disposition. La deuxième entreprise, c'est Foxet Research System, entreprise un petit peu méconnue. Je vais vous expliquer concrètement ce qu'elle fait. Bon, l'ADN, c'est les données pour les professionnels, c'est-à-dire BlackRock, Goldman, Vanguard, ce sont des abonnements récurrents.
On a une rétention supérieure à 95 et le fait de changer, c'est un coût qui est important. Donc le churn est relativement, faible, voire inexistant. On a plus de 45 ans, de hausse du chiffre d'affaires, plus de 29 ans, de hausse donc du BPA, c'est bénéfice par action, c'est très important. Donc le track record est fantastique. Concernant le quarter, donc le troisième qui sortira en mai, on a un chiffre d'affaires d'une croissance qui est moins importante que sur Meta, de l'ordre de 6 à 7. Bénéfice par action pareil 6, free cash flow trimestriel plus 11 et on a une dette qui est relativement faible, 1,2 fois l'EBITDA. Le dividende, 27 années consécutives. Alors, c'est un petit dividende, mais il ne cesse d'augmenter au cours du temps. On a un track record qui est rare. On a une croissance organique qui continue depuis 45 ans, parmi les plus longs. Et donc, c'est quasiment un record sur le SP500. On fait partie des rares sociétés qui ont un track record aussi bon sur du long terme. Pourquoi je vous le présente? Parce que c'est l'anti-méta par excellence, parce qu'on a une croissance qui est disciplinée, qui est récurrente. 90% des top 50 utilisent plus de 4 produits, notamment il y a l'IA de FactSet. La question surtout, c'est passera-t-il durablement au-dessus des 7% de croissance ou non? C'est surtout la croissance qui freine un petit peu, on va voir ça. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que voilà, on a un titre qui a fortement baissé, moins 60% sur du très long terme. C'est-à-dire même en 2008-2009, ça n'a pas baissé autant. Bulle internet et 2008-2009, voilà, aujourd'hui on a quand même perdu 60%. On a moins 42, hein, ça reste quand même intéressant, mais voilà, pour vous dire, j'aime bien me prendre des sociétés que j'estime qualitatives, qui ont un moat et qui corrigent. Pourquoi? Parce que si on perd moins 60, c'est rare de reperdre encore, par exemple, arriver à moins 80. Moins 60, c'est rare pour une société. Concernant cette entreprise, donc c'est une entreprise, comme vous avez vu, on a quand même des bénéfices qui sont croissants au cours du temps. Je reste toujours sur la partie operating cash flow, croissance de 12. Donc c'est quand même moins important que du méta, c'est sûr. Par contre, c'est prévisible, c'est croissant au cours du temps. À ce jour, on paye ça un titre 12,81 fois l'operating cash flow, donc c'est pas si cher que ça, on est aux alentours de 12, allez 12 ou 13. Normalement, ça se paye 21 fois, comme vous avez pu constater. C'est un titre qui corrige rarement, hein. C'est rare d'avoir une grosse correction. C'est vraiment rare, sauf vraiment dans les moments de crise. Et encore une fois, je suis toujours en vue logarithmique. Concernant, pareil, la partie forecasting, si on part du postulat suivant que c'est une société qui va revenir sur son niveau de valorisation sur les 5 dernières années, ça nous fait une estimation, en tout cas annuelle, de près de 54%. Ce qui me semble considérable. Je pense pas qu'en 3 ans, on va revenir sur le même niveau de valorisation qu'on a connu dans le passé, c'est-à-dire quasiment 25 fois. Mais je pense que sur plusieurs années, si le business model, entre guillemets, résiste face à l'IA, parce que c'est un petit peu également la thèse à garder en tête. Je pense qu'il est tout à fait possible, voilà, qu'on revienne progressivement. Et encore une fois, toutes ces entreprises font tout pour essayer de résister face à l'IA. Donc ils injectent évidemment pas mal de, alors je vais dire de CAPEX, pas forcément, mais pas mal dans la recherche et l'innovation pour ne pas se faire distancer par l'IA. Concernant le graphique, je suis en vue pareil, logarithmique, j'aime bien notamment sur des graphiques qui sont assez longs. Je trouve qu'on a un meilleur visu. Le point à garder en tête, c'est que voilà, on voit rarement cette entité, elle est quasiment jamais passée sous la moyenne mobile de 100 périodes, même on va dire la 100, c'est relativement rare, ça reste des points d'entrée sur du long terme. À ce jour, on a quand même bien corrigé et on est sur un rebond, à voir si celui-ci est durable ou non. Concernant FactSet Research, j'ai fait une analyse qui est assez importante, qui date de juin, donc quasiment au plus bas. Je l'ai faite parce que l'action me semblait pertinente. On parle beaucoup de SP Global, très belle boîte. Titre personnel, je préfère FactSet. Donc n'hésitez pas en tout cas à lire cette analyse. Il y a quasiment plus de 100 pages. On va vraiment dans le cœur du sujet. Vous avez tout le lien dans la description, dans les commentaires. Et n'oubliez pas mon site, donc Bourse en E3, c'est également une application qui s'appelle Substack, où on a bon nombre d'investisseurs comme Michael Burry par exemple. Et donc moi le but étant c'est de vous transmettre énormément d'informations, gratuites pour certaines, pour d'autres payantes comme par exemple mon portefeuille. Donc si vous voulez me soutenir ou si vous voulez aller un petit peu plus loin en profondeur, n'hésitez pas à nous rejoindre. La troisième action que je vais vous proposer, donc c'est une small cap, on change un petit peu pareil de registre, on essaie de changer de pays, ça va être Kelly Partners, on est basé en Australie. L'objectif étant, c'est que c'est un sell acquirers avec un réseau de cabinets comptables. Vous savez qu'aujourd'hui, les boîtes de comptabilité corrigent énormément. Là, on est plutôt à la constellation software, on va grossir via de l'acquisition, notamment des cabinets comptables.
Concernant cette entité, faites attention, c'est une small cap, donc il y a ses avantages et ses inconvénients. On a quand même une croissance qui est assez importante, peu de dettes. Le point de vigilance, c'est qu'il se développe notamment aux US, mais on peut se rendre compte que, les marges sont plutôt faibles aux US. Le titre, à ce jour, on va voir par la suite graphiquement, a une très grosse décote. En effet, je préfère vous parler quand même des risques, en amont, avant de vous parler du magnifique business model. Ça, c'est un petit peu plus simple et vous avez de toute manière mon analyse sur Substack. C'est le CIO. On a quand même pas mal de margin calls, c'est ce que je vous ai mentionné de toute manière sur le groupe, Bourse en 3. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est gratuit. Donc l'alignement historique du fondateur s'érode et ça signale fort, notamment des margin calls. Alors, il essaie de justifier le pourquoi du comment, mais je trouve ça quand même risqué. Deuxième point, risque de liquidité forcée. Voilà, si les cours de Kelly Partners corrigent et que les margin loans se tendent, évidemment, il y aura des ventes forcées au pire moment. On a également un procès qui est en cours. Et le quatrième point, pareil, on a quelques soucis concernant la gouvernance. Donc on a quand même 4 points majeurs, si je puis me permettre, à suivre au cours du temps sur, cette entité. Donc à réserver aux estomacs, solides, façon de parler. C'est pour dire que c'est une action qui est plus risquée que du Meta, ça c'est sûr. Qui est plus risquée, je pense, que du FactSet Research. De toute manière, c'est crescendo, hein. Le Meta, je pense que c'est un petit peu je considère que c'est une valeur un petit peu plus sûre. FactSet Research, c'est un petit peu plus, délicat et Kelly Partners, voilà, il faut vraiment l'analyser en profondeur. Concernant Kelly Partners, introduction depuis 2018 et on est à -73% au plus bas, elle a quand même bien rebondi, on est à -67% à ce jour. Graphiquement, qu'est-ce que ça donne? Très belle boîte et on est juste au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes. Alors concernant les fondamentaux, comme c'est une small cap, je préférerais quand même vous le mentionner, 200 millions hein, sur les dollars, australiens. On n'a pas beaucoup d'infos, hein. À ce jour, j'ai pas trop d'infos concernant le site. Alors, de toute manière, j'ai mis ça sur mon analyse parce que l'avantage de PhaseGraph dans la partie financial, comme vous le savez, et je vous mettrai la vidéo en haut à droite via PhaseGraph, je peux aujourd'hui, télécharger la partie balance sheet, la partie income statement, les ratios et ça me permet aujourd'hui d'avoir un Excel approfondi, et donc, via, cet Excel, je peux gentiment modéliser, mes différentes hypothèses et mon business plan, la croissance et cetera. Et donc suite à ça, donc le 17 mai, pareil, le timing n'était pas si mal que ça a bien rebondi depuis. Je vous ai publié donc une analyse approfondie sur Kelly Partners pour ceux qui souhaitent, rentrer un petit peu plus dans le détail et vraiment connaître la société de A à Z. Petit aparté, comme mentionné, je vous ai présenté donc mes 3 convictions sur 5. Les 2 premières seront réservées donc aux abonnés Bourse de 3, donc n'hésitez pas en tout cas à nous rejoindre. La deuxième valeur, c'est un conglomérat technologique avec un ADN unique, ça fait plusieurs mois que je la suis, et on est sur un modèle, multi-activité avec une décote qui est assez importante et la conviction numéro 1, aussi une croissance organique parmi les meilleures de sa catégorie. Voilà, c'est, à ce jour ma conviction, et que j'ai au niveau de mon portefeuille, ça représente quasiment plus de 60 de mon portefeuille sur une seule action. Moi, je suis relativement concentré. Le but étant évidemment, c'est de battre le marché. Alors concernant ma stratégie, on va parler également de small cap, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent sur Bourse en 3, tous les mois, on fait un petit récap, on se fait un petit call en visio et chacun exprime son point de vue, les actions, qui les intéressent, on rentre un petit peu plus dans le détail. Là, ce qui est ressorti, le premier point, c'est le marché. Le marché qui est très cher, on est sur des valorisations assez importantes. Comme vous pouvez constater graphiquement, on est sur un SPC5 avec un PER de quasiment 30, ce qui est conséquent. Et sur Growth Focus, j'ai trouvé 26,53. On se situe vraiment sur les niveaux les plus hauts. Depuis quasiment 97, c'est des niveaux qu'on a touchés plusieurs fois, mais on est plutôt sur le haut de la fourchette. Donc déjà, gardez ça en tête. Je suis pas là pour vous dire, faut pas faire de DCA sur le SP500, mais je suis là juste pour vous dire que le marché est très cher. Comme vous avez pu constater sur les 3 actions que je vous ai présentées, à titre personnel, je fais extrêmement attention à la valorisation. Je ne paye pas cher des actions, je préfère attendre et être patient. Parce que le fait de surpayer une société, je vous assure, c'est comme ça qu'on perd de l'argent. La deuxième, ma stratégie que j'ai expliquée, mais en gros, j'ai une stratégie core où j'ai 4-5 actions, qui vont représenter plus de 60-70% de mon portefeuille. Je vais avoir après des mid, je vais en avoir peut-être 2 et puis après j'aimerais me développer sur des small caps assez précises, notamment sur des marchés plus ou moins émergents, mais avec une forte décote. J'ai 3 pistes à ce jour que j'ai présentées sur Substack, donc une au Moyen-Orient, une en Amérique du Nord et l'autre en Asie. Je ne
publie pas de faux top 5 aussi, pour générer des vues. Il y a un vrai raisonnement derrière chaque sélection et n'hésitez pas encore une fois, si vous êtes pas d'accord avec ce top 5 ou si vous avez votre propre, top 3 évidemment, n'hésitez pas à me le mentionner dans les commentaires. Allez, la vidéo donc touche à sa fin. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter et je vous dis à une prochaine.